Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans les capsules qui sont destinées à l'étude du muscle squelettique strié, nous avons déjà vu dans les capsules précédentes la structure, l'ultrastructure du muscle et nous avons déjà étudié les mécanismes moléculaires qui permettent la contraction de ce dernier. Nous avons vu aussi les mécanismes qui permettent aux muscles de générer, de produire de nouveau de l'ATP. Alors bien évidemment, je vous renvoie aux capsules avant de voir celle-ci, si vous voulez bien évidemment maîtriser ce chapitre du muscle squelettique strié qui fait une seule unité avec le premier chapitre, la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Alors dans cette capsule, nous allons parler des phénomènes thermiques de la contraction musculaire. Nous avons vu bien évidemment qu'au cours de la contraction musculaire, cette dernière entraîne une augmentation de la température de l'organisme. Cette augmentation de température est accompagnée par un dégagement de chaleur. Alors pour cette raison, nous allons dire tout simplement que toute activité mécanique musculaire est accompagnée d'un dégagement de chaleur et d'un réchauffement de l'organisme. Et bien évidemment, au niveau expérimental, on peut mesurer la quantité de la chaleur dégagée au cours d'une activité mécanique. Alors je vais vous montrer bien évidemment le dispositif expérimental qui nous permet de mesurer la quantité de la chaleur dégagée au cours d'une activité musculaire. Alors comme vous pouvez le remarquer sur le schéma suivant, on a besoin d'un muscle bien évidemment qui est vivant. On a pointé donc une bilame or nickel qui est reliée une part avec un amplificateur qui est lui-même relié à un oscilloscope. L'autre partie de la bilame, il est introduite dans de l'eau qui est liée aussi avec une bilame hors nickel. Donc, au niveau de ce petit récipient de l'eau, il y a ce qu'on appelle une température de référence. Alors, au niveau de l'oscilloscope va nous permettre de mesurer les variations de la tension qui va apparaître au niveau de ce petit circuit. Alors, pour cette raison, on peut dire que le dégagement de la chaleur au cours d'une activité mécanique confirme que le muscle est le siège des réactions chimiques exothermiques, c'est-à-dire productrices d'énergie thermique. Alors nous allons remarquer bien évidemment au niveau de ces chaleurs, on va trouver une chaleur qui est initiale et une chaleur retardée. Alors pour cette raison, je peux vous dire que la chaleur retardée n'est dégagée que dans un milieu aérobie, c'est-à-dire dans un milieu qui est riche en oxygène. Alors, dans ce cas-là, les fibres musculaires produisent deux types de réactions chimiques exothermiques. Alors, pour cette raison, on peut dire que les réactions chimiques exothermiques aérobies, c'est-à-dire qui s'effectuent dans un milieu riche en oxygène, dégagent la chaleur retardée.
alors que les réactions chimiques exothermiques anaérobies qui dégagent la chaleur initiale. Alors, par deux schémas ou deux figures, je vais bien évidemment vous montrer l'aspect de ces chaleurs dégagées, comment ils sont bien évidemment visualisés au niveau de l'oscilloscope. Alors, cette figure, la figure 2, comme vous pouvez le remarquer, alors vous avez ici un tracé en rouge qui représente la secousse musculaire isolée. On peut parfaitement voir la phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. On peut parfaitement dire que cette secousse musculaire est accompagnée par un phénomène thermique, comme vous pouvez le voir. La courbe pratiquement est présente deux pics, le premier, le deuxième. Alors, en ce qui concerne le premier pic, c'est la chaleur initiale de contraction, alors que le deuxième pic, il correspond à la chaleur initiale de relâchement. Et comme vous pouvez le remarquer, bien évidemment, cette chaleur est dégagée par le muscle qui est placé dans un milieu pauvre en oxygène, c'est-à-dire un milieu anaérobie. Alors maintenant, nous allons voir le même phénomène qui est visualisé au niveau de l'oscilloscope, mais quand le muscle est placé dans un milieu riche en oxygène, c'est-à-dire aérobie. Alors, par l'analyse de la courbe, on peut parfaitement voir de nouveau la contraction musculaire qui est représentée en rouge, alors que les phénomènes thermiques, remarquez qu'à côté du premier et du deuxième pic, il y a un pic qui est représenté par le numéro 4, qui pratiquement vient juste après la phase de relâchement. Alors, ce pic, il représente ce qu'on appelle la chaleur retardée qui est libérée après la secousse musculaire. Alors, donc, comme je vous ai dit, en exploitant les deux graphes, la chaleur initiale de contraction résulte de l'hydrolyse de l'ATP et de sa régénération à partir de la déphosphorylation de la phosphocréatine. Donc, il faut se rappeler, pour donner une explication à la présence de cette chaleur initiale, de se rappeler que lors de la contraction musculaire, nous avons déjà vu que pour que cette contraction a lieu, il faut que les têtes de myosine hydrolysent des molécules d'ATP qui dégagent de la chaleur. Nous avons vu aussi que lors de la régénération, c'est-à-dire le renouvellement des molécules de l'ATP, il y a aussi, par la déphosphorylation de la phosphocréatine, libération, bien évidemment, de la chaleur. Et c'est un processus, comme vous le savez, qui génère de l'ATP. Donc, vous êtes censé déjà connaître l'origine de la chaleur initiale de contraction. Alors, quant à la chaleur initiale de relâchement, il est dégagé lors de la génération de l'ATP à partir de la glycolyse anaérobie, c'est-à-dire la fermentation lactique. Donc, on peut le dire autrement, la chaleur initiale de relâchement est dégagée lors du renouvellement de la molécule d'ATP par les processus anaérobiques qui est la glycolyse ou bien la fermentation lactique tout court. Alors, donc, la chaleur initiale, on peut dire, est libérée au cours de la secousse musculaire. Et
est caractérisé par une courte durée, donc sa durée elle est très courte, mais on voit bien évidemment une grande amplitude. Donc c'est une grande quantité de chaleur qui est libérée lors de la chaleur initiale. Alors maintenant, nous allons voir aussi, comme je vous ai montré dans la deuxième figure, qu'il y a la chaleur retardée. Cette chaleur est libérée après la secousse musculaire dans un milieu riche en oxygène, c'est-à-dire aérobie, et caractérisée par une longue durée et une faible amplitude. Et donc, une faible amplitude correspond bien évidemment à une petite chaleur dégagée. Alors, cette chaleur retardée, elle accompagne les réactions de la restauration d'ATP à partir de la glycolyse aérobie, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Alors voilà mes chers élèves, je crois que nous avons déjà évoqué dans cette partie de la capsule comment les phénomènes thermiques se déroulent lors de la contraction musculaire. Et maintenant, nous allons aborder une autre partie dans cette capsule qui va nous permettre de parler des manifestations mécaniques de l'activité musculaire en réponse à des stimulations différentes. Alors, comme je vous ai dit, nous allons aborder une deuxième partie qui va nous permettre de découvrir les manifestations mécaniques de l'activité musculaire en réponse à des stimulations différentes. Bien évidemment, nous allons utiliser un dispositif expérimental. Donc, cette étude expérimentale de la contraction musculaire, comme vous pouvez le voir, on va utiliser le muscle du mollet d'une grenouille. Ce muscle s'appelle le gastrocnémien. Cette grenouille, elle est démidulée, c'est-à-dire à qui on a enlevé la moelle épinière, et décérébrée, à qui aussi on a détruit le cerveau. Alors bien évidemment, comme c'est marqué en jaune, on dégage du muscle le nerf, ce nerf s'appelle le nerf sciatique, où on sectionne le tendon. Donc on sectionne le tendon inférieur du muscle et bien évidemment on va le relier à un levier avec un fil. Donc c'est très important au moins de connaître comment le dispositif expérimental est fait pour nous permettre un petit peu d'étudier les phénomènes que nous allons étudier dans un instant. Alors donc, je répète, pour mieux connaître le dispositif expérimental, alors donc on utilise le muscle gastrocnémien d'une grenouille démidulée, c'est-à-dire à qui on enlève la moelle épinière, et décérébré à qui on détruit le cerveau. On dégage le muscle et le nerf sciatique et on sectionne le tendon inférieur du muscle et on le relie au levier avec un fil. Alors voilà le dispositif expérimental utilisé. Alors tout d'abord, on place les électrodes excitatrices au niveau du nerf sciatique. Alors on peut parfaitement dire ici que l'excitation du muscle est faite par l'intermédiaire du nerf. Alors qu'est-ce qu'on fait par la suite? On provoque des excitations par fermeture ou ouverture du courant.
bien évidemment, on fait varier l'intensité du courant, la fréquence des excitations et on étudie les conséquences sur la contraction. Alors, comme vous pouvez voir, on a un cylindre enregistreur qui est en rotation. Alors, après excitation et la réponse du muscle, les enregistrements que vous voyez obtenus s'appellent des myogrammes. Donc, ce sont des myogrammes. Alors, je vais bien évidemment vous montrer de quoi est composé le dispositif expérimental. Donc, comme ça, si vous aurez des exercices à traiter, au moins, vous saurez de quoi il est composé. Ce n'est pas vraiment à apprendre. Alors là, vous avez pour le numéro 1, ça c'est le cylindre enregistreur. Là, vous avez le numéro 2, c'est un interrupteur. Donc, comme je vous ai dit, on provoque des excitations par fermeture ou ouverture du courant. Alors, vous avez le numéro 3, donc c'est l'électrode excitatrice. Bien sûr, le 4, c'est le nerf sciatique. Le 5, c'est une planchette qui est là en rouge, qui supporte le muscle et les stylés. Le 11, non, le 7, donc le 7 qui représente le stylet. Alors bien évidemment, le numéro 6 correspond au muscle gastrocnémien, c'est le muscle du mollet. Alors pour le 9, normalement c'est un chronographe qui permet de mesurer le temps. Alors sinon, pour le 10 et le 11, alors le 10 c'est une lame à ressort qui permet une certaine mobilité. Et pour le 11, normalement c'est un support fixe qui permet bien évidemment la stabilisation du dispositif. Alors voilà mes chers élèves, donc le dispositif expérimental qui permet les enregistrements qui sont appelés, comme j'ai dit, les myogrammes. Alors maintenant, nous allons étudier un myogramme, appelé encore le mécanogramme. Nous allons parler de la secousse musculaire et comment est analysée cette dernière. Alors voilà, donc le myogramme ou le mécanogramme obtenu, donc nous allons étudier dans un premier temps une secousse musculaire simple, appelée encore la secousse musculaire isolée. Alors lorsqu'on stimule le muscle par une excitation électrique unique, supérieure ou égale au seuil, donc il faut qu'il soit efficace, il se produit un raccourcissement du muscle, c'est-à-dire contraction ou secousse musculaire. Cette réponse du muscle, il est enregistrée par un myographe. Le tracé obtenu est un myogramme que je vais vous présenter tout de suite. Alors voilà une secousse musculaire isolée. J'ai numéroté les différentes parties par les numéros 1, 2, 3 et 4. Alors pour le 1, c'est le temps de latence, c'est-à-dire que la réponse n'est pas immédiate. Le 2, c'est une phase de contraction. 3, c'est l'amplitude. Et 4, c'est la phase de relâchement. Alors donc c'est un schéma qui est très important. Vous êtes censé le connaître parce qu'en cas de besoin, on peut vous le demander.
Et voilà, si on vous demande d'annoter ou de légender une secousse musculaire, donc voilà les légendes que vous allez apprendre. Le 1, comme j'ai dit, le temps de latence. 2, la phase de contraction. 3, l'amplitude. Et 4, la phase de relâchement. Alors maintenant, nous allons procéder autrement, c'est-à-dire nous allons tester le muscle et nous allons voir sa réponse à 2 excitations successives. Alors pour cette raison, vous voyez donc 2 myogrammes qui présentent que le muscle a subi 2 excitations qui sont successives, mais le temps de la deuxième excitation, bien évidemment, parvient ou survient soit lors de la contraction de la première ou bien pendant la phase de relâchement. Alors, on peut dire, bien évidemment, quand le muscle subit 2 excitations successives, bien évidemment, la réponse est différente selon le moment où intervient la deuxième excitation, mais bien évidemment, il varie aussi en fonction de l'intensité utilisée. Alors, si la seconde, c'est-à-dire la deuxième excitation, intervient au cours de la phase de décontraction de la première réponse, c'est-à-dire pendant la phase de contraction, la deuxième réponse se superpose à la première sans qu'il y ait fusion des 2 courbes. Alors on peut voir parfaitement sur la courbe que la deuxième excitation survient pendant la phase de décontraction. Donc la deuxième secousse ou la seconde réponse se suppose à la première sans qu'il y ait confusion des 2 courbes. Alors par contre, si la seconde excitation intervient au cours de la phase de contraction de la première réponse, il y a superposition. Il y a superposition et prolongement des 2 courbes. La tension totale est supérieure à celle de la secousse élémentaire. Alors, on peut le voir parfaitement ici. Donc, la seconde excitation intervient au cours de la phase de contraction de la première réponse. Il y a superposition et prolongement des 2 courbes. La tension totale est supérieure à celle de la secousse élémentaire. Donc, il a une grande amplitude comparée par rapport à une excitation isolée. Alors maintenant, nous allons voir la variation de l'amplitude de la réponse du muscle en fonction de l'intensité de l'excitation. Alors remarquez sur cette figure que nous allons utiliser des intensités qui sont croissantes. Alors remarquons bien évidemment que le muscle ne répond pas au départ. Donc il y a un temps de latence. Alors par la suite, quand l'excitation devient efficace, il répond et au fur et à mesure que l'excitation augmente, l'intensité augmente, mais on remarque à un certain moment, même si on augmente l'intensité de l'excitation, bien évidemment, l'amplitude de la réponse ne varie plus, comme j'ai mentionné ici en jaune. Alors, comment on peut expliquer un tel phénomène?
Alors tout d'abord, comme j'ai dit, alors après la variation de l'amplitude de la réponse du muscle en fonction de l'intensité, on remarque, suite à des stimulations inférieures au seuil, donc cette stimulation inférieure au seuil ne donne pas de réponse. Alors plus l'intensité augmente, plus l'amplitude des contractions augmente. Et comme je viens de vous le dire, quand l'intensité atteint une certaine valeur, l'amplitude est maximale, elle ne varie plus, elle reste constante. Alors maintenant, nous allons parler du tétanos imparfait et le tétanos parfait. Alors comme vous pouvez le voir, déjà à partir de cette figure, vous êtes censé connaître déjà de vue le tétanos imparfait, comme vous pouvez le voir, un plateau qui est sinueux. Et le tétanos parfait, c'est un plateau pratiquement qui présente une surface rectiligne. Alors comment est obtenu le phénomène du tétanos? Alors il faut tout simplement savoir que quand on utilise une série de stimulations identiques, on obtient avec un rythme faible un tracé constitué d'oscillations successives formant un plateau à allure générale horizontale. Alors, si on adopte, c'est-à-dire on choisit un rythme plus élevé, on obtient un plateau à allure rectiligne. Une telle contraction est appelée le tétanos physiologique. Alors ce tétanos physiologique, il est dit imparfait dans le premier cas, dans ce cas-là, et il est parfait dans le second cas. Alors voilà, mes chers élèves, donc vous êtes censés tout simplement savoir, s'agit-il d'un tétanos imparfait ou d'un tétanos parfait. Alors maintenant, pour terminer notre capsule, nous allons parler de la fatigue musculaire. Alors bien évidemment, quand un muscle subit un grand nombre d'excitations successives, il se fatigue. Sa fatigue se traduit par un allongement du temps de latence, par une diminution de l'amplitude des contractions et enfin par une augmentation de la durée de contraction. Alors voilà ce petit schéma juste en bas. Alors ce schéma, comme je vous ai dit, il représente la fatigue musculaire qui se traduit par un allongement du temps de latence et par une diminution de l'amplitude. Et bien évidemment, par une augmentation de la durée de contraction. Alors notez bien, qu'est-ce que c'est que le temps de latence? Une petite définition pour terminer. Alors le temps de latence, c'est le temps qui est mis par l'influx nerveux pour parcourir la fibre nerveuse et atteindre le muscle. Alors pour mieux comprendre le temps de latence, alors comme vous pouvez le remarquer, là, je vous présente un neurone moteur, bien évidemment, qui vient se ramifier au niveau d'une fibre musculaire, donc constituant ce qu'on appelle avec la fibre musculaire et le nerf moteur une unité motrice. C'est très important. Et bien évidemment, à la fin de la terminaison au niveau de la fibre musculaire, il y a ce qu'on appelle des jonctions, qu'on appelle les jonctions neuromusculaires. Ces jonctions vont libérer le neuromédiateur et vont bien évidemment
déclencher le mécanisme de la contraction que nous avons déjà détaillé dans les capsules précédentes. Alors voilà mes chers élèves, je crois qu'avec cette capsule, nous avons déjà terminé le chapitre. Alors comme j'ai dit, donc nous avons terminé le chapitre du muscle squelettique et nous avons pratiquement étudié les phénomènes qui permettent la conversion de l'énergie chimique qui est contenue dans la molécule d'ATP en une énergie mécanique qui va assurer le travail musculaire. Alors encore une fois, je répète que cette unité du muscle avec la consommation de la matière organique et le flux d'énergie constitue une grande unité qui fait l'objet de pas mal d'exercices le jour de votre examen ou de vos contrôles. Alors inutile de vous dire qu'il faut voir pratiquement toutes les vidéos si vous voulez maîtriser ce chapitre. Bien évidemment, nous allons passer à la partie exercice, mais tout dépend encore une fois de vous. Si vraiment vous voulez que je mets à votre disposition plus de capsules d'exercice et d'application, je vous demande bien évidemment gentiment de soutenir votre chaîne parce que je vois selon les sondages que le nombre des visiteurs ne correspond pas au nombre des abonnés. Alors vraiment, c'est parfois décourageant. Alors je vous demande bien évidemment si vous voulez que votre chaîne vous donne le plus, ça revient bien évidemment qu'à vous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.